Souhaiter la bienvenue dans ce lieu historique, le siège de la Fondation Charles de Gaulle qui, comme vous le savez sans doute, est un lieu extrêmement important du point de vue historique, puisque ce bâtiment a été occupé à partir de 1947 par le RPF, et il est resté tout au long des années 60 un lieu important, et est devenu ensuite le siège de l'Institut puis de la Fondation Charles de Gaulle. Je voudrais évidemment remercier Henri Guénaud pour la présentation qu'il vient faire ce soir de son livre De Gaulle au présent, que la Fondation, à la réalisation duquel la Fondation Charles de Gaulle a contribué avec les éditions du Cherche-Midi. Et vraiment, la Fondation est très très fière d'avoir contribué à ce bel ouvrage très très bien écrit, et qui montre à quel point la pensée de Charles de Gaulle, et en particulier les textes, le texte d'Henri Guénaud, mais aussi les extraits qui ont été choisis dans de très nombreuses origines, les conférences de presse, les mémoires, etc., l'illustrent, montre combien la pensée de Charles de Gaulle évoque encore énormément de choses pour nous en ce XXIe siècle. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Encore merci Henri Guénaud, Monsieur Héraclès, merci beaucoup, et donc bonne soirée. Dites un mot peut-être à l'éditeur. Bon, alors, je voulais vraiment remercier la Fondation, parce que ce livre, c'est un livre sur lequel nous avions depuis de nombreuses années envie de le réaliser, et nous étions très attentifs à tout ce que l'on pouvait faire. Et l'accélération de ce qui se passe actuellement en politique a fait que nous avons décidé de le publier un peu plus tôt que prévu, car on estime que les droits et les devoirs sont pour tous les citoyens, mais également pour les hommes politiques, et il est bon de rappeler combien la morale du général était, à la fois sur le plan personnel que sur le plan de la vie de la société et de la vie politique en général, remarquable et exemplaire. Et je suis aujourd'hui très heureux que ce livre puisse être réalisé par vous, et qu'on puisse en assurer la promotion, et j'espère au plus grand nombre. Merci. Chers amis, d'abord merci d'être venus à ce rendez-vous. Merci aux éditions Héraclès et à la Fondation d'avoir pris cette initiative. Je voudrais remercier en particulier beaucoup de mes amis qui sont dans cette salle. Je retrouve Jean Méot, que je n'avais pas vu depuis bien longtemps, Antoine Dupont-Feville, Jean-Marie Dédéian, Jacques Houdin, M. André Fanton, que je croise de temps en temps, à l'Assemblée nationale, avec lequel nous échangeons et qui me parle d'une époque ancienne et révolue de la politique. Hélas bien achevé aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous faire ce soir le énième discours sur le gaullisme. Vous en avez tous entendu Vous en avez tous entendu beaucoup, puisque la plupart d'entre vous sont des gaullistes fervents. Pour ma part, j'en ai tellement fait que j'aurais l'impression de me répéter. Je voudrais simplement vous parler de ce recueil, des raisons pour lesquelles il a été décidé de le publier, et des raisons pour lesquelles il a été décidé de le faire maintenant. Quand les éditions du Cherche-Midi m'ont fait part de leur envie de produire ce texte sur une idée de la Fondation, je me suis dit au départ, il y en a déjà tellement. Et puis, au cours de la discussion,
fini par me convaincre que le vide actuel de la pensée politique était tellement grand et qu'il était pour moi tellement usant chaque fois que je prononçais sur un plateau de télévision ou à la radio le mot gaullisme, de voir mes interlocuteurs, journalistes, ouvrir de grands yeux et m'expliquer à chaque fois que tout ça c'était bien gentil mais c'était le passé, et que d'ailleurs plus personne ne savait ce que ça voulait dire, que je me suis convaincu que c'était au fond de bon moment et qu'il était nécessaire de remettre en circulation un livre qui permette à chaque fois qu'on vous répond mais le gaullisme, une vieille histoire, c'est le passé. Et d'ailleurs, qu'est-ce donc? Qu'on vous laisse 30 secondes pour répondre, ce qui est un peu court. Bien qu'il était utile de pouvoir dire, bien écoutez, voilà, le gaullisme, c'est à peu près ça. Alors, ce ne sont que quelques textes. Disiez que ce livre était bien écrit, mais je n'en suis que l'auteur marginal. Quelques textes qui nous ont paru pouvoir inspirer une réflexion non sur le passé, beaucoup l'ont déjà fait, et bien mieux que je ne saurais le faire, et le général de Gaulle lui-même l'a fait dans ses mémoires, mais une réflexion sur le présent. Voyez-vous, je pense que jamais depuis bien longtemps, probablement depuis la fin des années 60, ce que nous appelons le gaullisme n'a été autant en phase avec l'état du monde. Je veux dire par là que la situation dans laquelle se trouve le monde, l'Europe, la France, n'a depuis bien longtemps jamais autant ressemblé aux raisons qui ont fait naître le gaullisme. Et puis, au fond, qu'attendent les Français aujourd'hui? Ils attendent quelqu'un, un homme d'État, qui, au fond, correspond à mon sens assez bien à ce que le gaullisme a incarné, à ce que le général de Gaulle a incarné comme type d'homme d'État. Alors tous les Français qui l'attendent ne savent pas que ce qu'ils attendent c'est quelque chose qui ressemble, ou quelqu'un qui ressemble un peu au général de Gaulle, en tout cas à sa façon de faire de la politique, à sa façon d'être un homme d'État. Et c'est pourtant le cas. Qu'attendent-ils donc finalement? Ils attendent quelqu'un capable de renouer avec eux une relation de confiance, donc quelqu'un de désintéressé. Ils attendent un chef, quelqu'un capable de les conduire, qui ne soit pas ivre de sa toute-puissance, qui ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, mais qui préfère en toutes circonstances la grandeur à la puissance. Ils attendent quelqu'un qui prendra l'histoire à bras-le-corps et qui, une fois encore, pourra en infléchir le cours. Quelqu'un qui, comme souvent dans l'histoire de France, sera capable de restaurer une forme d'espérance. Une espérance qui aujourd'hui a totalement disparu. Vous savez, c'est comme la petite flamme de la résistance, pas bien grande, mais
que quelques-uns ont préservé et fait en sorte qu'elle ne s'éteignit pas. Pourquoi ce titre de Gaulle au présent? Parce que ce qui a été accompli peut nous servir aujourd'hui à imaginer ce qui pourrait l'être pour répondre aux attentes de plus en plus angoissantes, de plus en plus angoissées plutôt, des Français du XXIe siècle. Des Français qui sont confrontés à ce qui a engendré le gaullisme politique. Je veux dire à deux choses au-delà des désordres du monde. La défaillance du système des partis et l'insuffisance des politiciens. Le régime des partis, confusément, les Français savent ce que cela signifie. Je crois presque spontanément, même pour ceux qui n'apprennent plus l'histoire. Ils se rattachent à deux traumatismes. L'effondrement de 40, dû aux insuffisances de la Troisième République à la fin de son existence, et puis 1958, à nouveau le régime des partis, à nouveau la défaillance de ce régime, et à nouveau la France au bord du gouffre, sauvée cette fois-ci de justesse par le retour du général de Gaulle au pouvoir, rappelé par les politiciens effrayés du sort auquel ils s'attendaient. Ils forment, je crois toujours, les politiciens, comme disait Malraux, un syndicat de négociateurs. Il y a un très beau discours de Malraux qui résume tellement la situation dans laquelle nous nous trouvons, à quelques différences historiques près, qui est son discours au Palais des Sports entre les deux tours des élections présidentielles en 1965. Et il est défini ainsi, il dit, les politiciens forment un syndicat de négociateurs. Évidemment, un syndicat de négociateurs n'est jamais capable de trouver des réponses aux crises les plus graves quand elles se présentent. Chaque fois que je pense au régime des partis et aux politiciens qui en sont indissociables, qui ne sont pas forcément indignes d'ailleurs, ils sont juste incapables d'être à la hauteur des circonstances exceptionnellement graves. Et je pense toujours à cette anecdote qui date de 1944, quand le général de Gaulle reçoit Édouard Herriot pour lui dire « Monsieur le Président, venez donc m'aider à reconstruire la France ». Il lui offre une place dans le gouvernement et Édouard Herriot lui répond « Ah mon général, je le voudrais bien, mais je dois d'abord reconstruire le parti radical ». En fait, tout est dit sur le régime des partis et sur les politiciens, sur les maux qui nous ont conduits, ou les défaillances qui nous ont conduits au désastre de 1940 et à la faillite de 1958, mais aussi, hélas, sur les maux qui nous rongent aujourd'hui. Oh, je sais, peut-être pas très convenable pour un député, un politicien comme un autre, de porter ce genre de jugement sur la vie politique, mais enfin, il ne nous est pas interdit d'être un peu lucide sur nous-mêmes. Alors c'est vrai, la démocratie ne peut
fonctionner sans les partis et sans un certain nombre, sans une certaine dose de politique politicienne. De Gaulle lui-même l'a éprouvé. Il l'a éprouvé en face d'Édouard Herriot. Il l'a éprouvé en 1946, quand il doit s'en aller parce que les partis ont repris le pouvoir. Il l'a éprouvé avec l'échec du Rassemblement pour la France. Il l'a éprouvé en 1900, dans les années 50, quand ses propres compagnons se laissent tenter par la politique ordinaire. En 1962, quand les partis qui ont pourtant été élus sur l'étiquette une étiquette de soutien à la Ve République, refuse un vote la censure contre le gouvernement de Georges Pompidou. Il l'éprouvera en 68. Qu'est-ce donc que Charletti, sinon une manifestation de plus de l'esprit même du régime des partis et des politiciens. Et puis bien sûr en 69. Le général de Gaulle sait qu'il s'agit là de construire la République et la démocratie malgré les partis, malgré les politiciens, d'une tâche extraordinairement difficile. Et d'ailleurs, il ne nous livre pas un catéchisme, une doctrine toute faite, où il suffirait d'aller chercher les réponses à n'importe quelle question qui se pose dans la vie politique. Il n'y a pas de... Il n'écrira jamais, il interdira même qu'on le fît, de petits livres rouges du gaullisme. Celui-là, c'est un peu un clin d'œil. Mais il n'a pas la prétention d'être le petit livre rouge du XXIe siècle. Il sait qu'on ne peut pas refaire la France sans les partis. D'ailleurs, il s'obstine, il prendra acte de cette réalité. Il en prend acte d'abord en demandant à Jean Moulin de réunir le Conseil national de la résistance, qui n'est rien d'autre au fond dans le grand affrontement qui se joue dans l'intérieur de la France libre entre ceux qui veulent en finir avec les anciens partis et ceux qui pensent qu'on ne reconstruira la République et la démocratie qu'à partir des partis politiques ou qu'avec eux. En donnant raison à Moulin et en faisant le Conseil national de la résistance, il reconnaît cette nécessité et il l'assume. Il l'assume jusqu'au bout, puisque lorsqu'ils auront repris à son grand désespoir le pouvoir pour l'exercer comme avant, il se retirera. Il admet en 58, dit à Malraux qui le raconte, dit à Malraux, je ne referai pas la France sans les Français. Il faut savoir si les Français veulent rester couchés ou vivre debout. Et à aucun moment dans son histoire, il ne cherchera à refaire la France sans eux. À aucun moment, il n'essaiera d'éliminer les partis par le coup d'État, le coup de force. Il sait qu'il s'agit là d'une nécessité de la démocratie et que si le peuple n'a pas toujours raison, il a toujours le dernier mot dans l'histoire. La question que se pose le général de Gaulle, c'est doit-il ne s'exprimer qu'à travers ses représentants, à travers les partis, les syndicats, plus généralement à travers ce qu'il appelait joliment les féodalités? Ne peut-il pas, à certains moments, s'exprimer directement? Et c'est ainsi qu'il nous offre à la fois l'élection du président de la République au suffrage universel,
comme mon ami Pierre Mazot n'est pas là, je peux dire que c'était une très bonne idée. On juge d'ailleurs à quel point elle était bonne par la résistance que lui ont opposée les corps intermédiaires de l'époque. Et puis, il nous offre le référendum. Alors tout ça nous paraît naturel aujourd'hui, mais vous le savez bien, c'était ce rapport direct au peuple, cet appel direct au peuple, était interdit depuis le coup d'État du prince-président de Napoléon III, du futur Napoléon III. C'était la preuve même, c'était l'indice même du césarisme. C'était, pour certains républicains, l'indice même de l'anti-républicanisme, le danger du pouvoir personnel. Ce fut une révolution politique profonde, somme toute réussie, puisque aujourd'hui les Français, peut-être moins que jamais d'ailleurs, les Français ne sont pas prêts à renoncer à l'élection du président de la République au suffrage universel, ni au référendum. Même si le référendum est parfois un peu malmené, reste que cette idée du rapport direct du souverain avec le peuple, au fond une vieille idée bien française qui court tout au long de l'histoire de France, passer par-dessus les féodalités, mettre en rapport direct, sans intermédiaire, le souverain avec le peuple, ça a été le grand projet capétien, repris par la Révolution, par l'Empire et par la République. Mais les politiciens s'y sentent au fond assez mal à l'aise. Les partis aussi, bien entendu. Et donc, on voit bien que on tourne autour du pot avec des projets sans cesse remis sur la table, sinon de suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel, bien difficile à assumer, mais avec la volonté d'essayer d'en atténuer considérablement les effets, avec la volonté de revenir à un régime d'assemblée. Il avait dit d'ailleurs, la 6e République, c'est le régime, désigne le régime qui serait de nouveau le régime d'assemblée. Ça n'a pas changé. Toutes les réformes constitutionnelles envisagées et débattues tournent autour de cette volonté de corriger, d'atténuer les effets de ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé et d'atténuer à la fois, diminuer, même si on a élargi le champ dans la Constitution, diminuer le recours au référendum et les pouvoirs du président de la République. Et puis quand ça ne suffit pas, alors on invente autre chose, on a inventé les primaires, façon quand même de remettre les partis encore plus dans le jeu, et la politique dans les camps. Parce que sont les primaires, sinon la politique des camps? Chacun devenant par la force des choses le candidat de son camp, et à aucun moment, évidemment, le candidat de l'homme de la nation. Nous verrons à l'usage les effets, toutes les conséquences de cette pratique. On en voit déjà un certain nombre d'effets néfastes. Voilà, c'est que, au fond, d'abord on a élu un président de la République. Pardon de faire un peu de politique, difficile de parler du gaullisme sans faire un peu de politique. On a élu un président de la République avec le système qui a été désigné par son camp avec le système des primaires. Aurais-je l'outrecuidance de poser la question, ne voit-on pas ce que cela donne?
pas seulement à cause de la qualité de celui qui a été élu, mais à cause du fait que, élu de cette façon, il a dû, tout au long de 4 tours d'élection, qui est unique au monde, 4 tours d'élection, raconter tout et son contraire, pour séduire d'abord le noyau dur de son camp, pour le noyau un peu moins dur de son camp, et puis essayer de raccrocher les autres électeurs. Le résultat, c'est qu'il a été élu sans mandat, et qu'il est, dans les périodes de crise extraordinairement difficiles, de gouverner sans mandat. Les politiciens, d'ailleurs, feraient bien aujourd'hui de se poser la question de savoir, non pas comment ils vont gagner les élections, ce qui est une condition évidemment nécessaire, mais comment ils vont gouverner après. C'est peut-être ça aussi l'une des grandes leçons du gaullisme. En tout cas, c'est une des grandes leçons morales du gaullisme. C'est, je préfère perdre les élections que d'être élu en n'ayant pas les moyens de gouverner ou en n'ayant pas la confiance du peuple. Le problème de la politique est évidemment un problème juridique, mais plus important encore, un problème de légitimité. Et la légitimité, elle ne peut pas se forger dans le mensonge ou dans l'ambiguïté. Donc, nous allons voir maintenant un deuxième stade des primaires, c'est-à-dire parce que les primaires ont changé de camp, et nous voyons déjà qu'elles conduisent enfin qu'elles pèsent très lourdement sur les comportements des uns et des autres, sur les stratégies des uns et des autres. D'abord, on commence l'élection présidentielle à venir dès le lendemain de l'élection présidentielle précédente. Et puis tout le monde est poussé à se caricaturer, chacun est poussé à se caricaturer lui-même. Il faut absolument passer le premier tour des primaires, donc le noyau dur. Et ça donne, dans une période où la radicalisation de l'opinion est grande, un spectacle assez inquiétant, et ça met un désordre dans les institutions qui font qu'aujourd'hui, malgré leur solidité, elles se trouvent profondément ébranlées. Alors ça n'est pas la seule raison de l'ébranlement de nos institutions. Il y a aussi, c'est vrai, la qualité des hommes, et puis la situation des partis qui n'ont plus d'homogénéité, de cohésion interne, parce que ce sont devenus, comme fatalement d'ailleurs dans l'histoire, ce sont devenus des cartels électoraux qui n'ont précisément pour seul but que l'élection, et qui réunissent des gens qui ne sont la plupart du temps d'accord sur rien. De sorte qu'une fois de plus, et c'est une des, caractéristiques gaulliennes de cette période, une fois de plus, le régime des partis est totalement défaillant. Regardez le spectacle. Alors les modalités sont différentes de celles de la fin de la 4e ou de la 3e, mais les effets pas tellement. Aujourd'hui, nous trouvons devant une crise identitaire terrible des partis politiques, tel point que les gens, les Français, ont beaucoup de mal à voter pour l'un ou pour l'autre, puisqu'en votant pour l'un ou pour l'autre, ils ne savent pas vraiment pour qui ni pourquoi ils votent. Sauf quand il s'agit d'un vote protestataire. Et à ce moment-là, ils votent pour le Front National, qui est la seule étiquette qui aujourd'hui à leurs yeux veut encore dire quelque chose. Alors si ça c'est pas une période qui nous incite à aller à réfléchir à ce qu'a été le gaullisme et aux enseignements qu'on peut en tirer, compte tenu des circonstances dans lesquelles le gaullisme est apparu dans notre histoire, alors c'est à désespérer de la politique. Le gaullisme, je l'ai dit, ce n'est pas un catéchisme, pas non plus vraiment une doctrine. Et c'est au moins une leçon morale, une leçon politique. C'est d'abord peut-être, du point de vue moral, la voie familière
qui depuis des millénaires nous parle de la liberté de l'homme et de la liberté des peuples. Qu'est-ce que le 18 juin? Puisque tout réellement commence là, sinon le nom opposé à tout ce qui peut asservir un homme ou un peuple. Le refus obstiné, Malraux y voyait un écho à Jeanne d'Arc et Antigone. Il y a une très belle formule d'ailleurs qui pourrait résumer le gaullisme. Seul l'esclave dit toujours oui. Il a dit aussi que c'était la force du non dans l'histoire, c'est la même chose. Déjà rien que ça est une leçon pour aujourd'hui. Il y en a bien d'autres. Il cherche une voie entre le collectivisme et la solitude de l'individu. Une voie qu'on pourrait appeler une politique de civilisation. C'est-à-dire quelque chose qui ne relève pas de la politique ordinaire, dans laquelle on peut mettre la participation, mais aussi cette vision globale de ce qu'est une société, de ce qu'est dans cette société, ce que sont les principes de justice sur lesquels elle repose, ce que c'est au fond, ce que c'est qu'une culture qui s'exprime à travers une politique. Il cherche une voie entre l'universel et le singulier, entre l'identité, mot tellement écrit aujourd'hui, et l'ouverture aux autres. Toujours cette vieille idée dont on a beaucoup parlé, mais qui est d'une actualité criante. Vous savez, le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Il cherche une voie entre l'héritage, la transmission et le progrès. Il cherche une voie entre le devoir et la liberté, entre l'ordre et le mouvement, entre la solidarité et le mérite. Je l'ai dit d'ailleurs, la République, ça commence quand chacun a des chances égales. Plus profondément encore, une voie entre la règle et la transgression. Nul homme d'État ne fut aussi transgressif dans notre histoire, ne fut aussi transgressif que lui. Nul n'avait ne portait autant en lui le respect de la règle, ce qui fait d'ailleurs la valeur de sa transgression. Et puis, il y a cette idée fondamentale qui est qu'il faut trouver un chemin aussi entre l'idéal et les réalités. Je vais m'intéresser un instant là-dessus parce que, là encore, quel spectacle! La politique doit se construire à partir des réalités. Et les premières réalités, ce sont lesquelles? Ce sont les réalités historiques, géographiques, culturelles. Alors regardez comment se construit l'Europe. Regardez ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Regardez ce qu'elle fait vis-à-vis de la Russie. Regardez ce qu'elle a fait en Ukraine. Pour ne prendre que cet exemple-là, mais on pourrait prendre aussi l'exemple du Moyen-Orient. Regardez où nous conduit une politique qui ne veut pas partir des réalités, qui veut ignorer la géographie, l'histoire et la culture. Et qu'est-ce que la crise ukrainienne, sinon de la part d'abord des Américains, la volonté d'ignorer ces réalités, et puis plus grave pour moi, la volonté des Européens, de l'Europe telle qu'elle se construit, d'ignorer aussi ces réalités.
On fait comme si la géographie n'existait pas, comme si l'Ukraine ne se trouvait pas être un pont entre deux mondes, comme si Kiev n'avait pas été la première capitale de la Russie, comme si la Crimée avait de toute éternité été ukrainienne, comme si une partie de l'Ukraine n'était pas russophone. On a voulu commencer l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, comme les Américains avaient voulu un peu auparavant faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà le résultat. Est-on sûr que nous avons bien pris en compte les réalités culturelles, géographiques, historiques et religieuses au Moyen-Orient? Est-ce qu'une bonne partie des désordres du monde ne viennent pas de cette ignorance? On prépare de la politique française aussi. Est-ce que refaire les grandes principautés dont nous avons mis des siècles à nous débarrasser? Est-ce construire une politique sur les réalités historiques, géographiques et culturelles? Vouloir mettre ensemble l'Alsace avec la Champagne-Ardenne, est-ce que c'est prendre en compte les réalités? Bon. Ne pas voir à quel point les départements appartiennent à une histoire certes plus récente, mais néanmoins très profondément ancrée dans les mentalités. Vouloir faire disparaître d'un trait de plume, engloutir dans des intercommunalités dont certaines vont atteindre une taille invraisemblable. Puisqu'en région parisienne, elles devront, je crois, pas être inférieures à 300 000 habitants, et que chez nous, mon cher Jean-Yves Perrault, combien? Oui, 200 000, enfin. Chez nous, nous avons échappé de peu, je crois, à une intercommunalité de près de 800 000 habitants, mais on devrait arriver quand même à 500 000, moins. Tout ça pour faire disparaître nos vieilles communes, soi-disant trop nombreuses, mais là aussi tellement ancrées dans l'histoire. Nous avons vu d'ailleurs, quand nous avons voulu enlever sur les plaques minéralogiques des voitures le numéro du département, ce fut une révolution. Il a fallu les remettre d'une façon détournée. Quand sous la pression d'un certain nombre de lobbies en Europe, l'Assemblée nationale vote une proposition de loi soutenue par le gouvernement pour ratifier la charte des langues régionales et minoritaires, prenons-nous vraiment en compte les réalités historiques, culturelles de la France? Avons-nous oublié comment notre pays s'est construit? Avons-nous oublié que, au fond, nous ne sommes unis d'abord que sur une chose, c'est une idée de la nation une et indivisible, dans laquelle on ne reconnaît aucune minorité, et qu'on ne peut pas appliquer les principes qu'on peut appliquer en Hongrie, en Roumanie, s'agissant de la reconnaissance des minorités, à la France. Eh bien tant pis, c'est soi-disant une avancée de la démocratie. D'ailleurs, j'ai observé avec beaucoup de désespoir qu'elle avait été votée au 3/5e, puis le 3/5e de l'Assemblée. C'est dire qu'il y a parmi les votants des gens qui défendent tous les jours la nation et la République et qui sont capables de voter ce genre de texte. Par chance, à l'époque, le gouvernement ne l'a pas transmis immédiatement au Sénat. Mais enfin, tout est ainsi. Va-t-on construire l'Europe en niant les nations? C'est une vieille histoire dont le général a suffisamment parlé. Bon. Peut-on imaginer, disait-il, peut-on imaginer que ces nations, produites d'une si longue histoire, vont pouvoir du jour au lendemain n'en former qu'une seule? Et pourtant, c'est bien ce qui est dans l'esprit de
beaucoup de nos dirigeants, de droite, de centre, de la gauche. À chaque fois dans l'histoire qu'on remet en cause l'unité nationale, qu'on remet en cause l'unité et l'indivisibilité de la nation, son indépendance, à chaque fois que on essaye de mettre entre le souverain et le peuple des intermédiaires qui confisquent la parole du peuple. À chaque fois qu'on voit ressurgir le régime des partis et les féodalités sous toutes leurs formes, à chaque fois que les désordres du monde menacent l'ordre intérieur de notre nation et son indépendance, à chaque fois nous avons eu besoin de quelque chose qui ressemblait à ce qu'au XXe siècle on a appelé le gaullisme. Eh bien, ma conviction profonde est que c'est de nouveau le cas. Alors le gaullisme, c'est pas un programme, mais c'est quand même quelques idées. La nation, l'État, chaque fois qu'on abaisse l'État, ce pays menace de s'effondrer. Alors l'État, c'est pas l'étatisme, l'État, c'est pas la bureaucratie, mais le mépris dans lequel on tient l'État aujourd'hui, à l'intérieur même de l'État. Essayez donc dans une réunion administrative à très haut niveau de parler, d'avancer l'argument de l'intérêt de l'État ou du sens de l'État ou de la raison d'État. Parler à un juge de la raison d'État, vous verrez à quel point vous serez bien accueilli. Demandez à une autorité administrative indépendante, faire preuve de sens de l'État, vous verrez comment vous serez reçu. Demandez à des hauts fonctionnaires de faire passer l'État avant le reste. Vous verrez comment vous serez compris. La nation, l'État, la République unie indivisible, l'honneur, dites honneur et patrie, vous verrez comment là aussi vous serez compris. L'autorité, curieux moment dans lequel la verticalité du pouvoir, l'autorité à l'école, dans la société, dans l'État, est totalement disqualifiée. Disqualifiée au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Mais on a hélas oublié que quand l'autorité n'était plus discernable, quand cette conception, dit Madame Duflot, pyramidale du pouvoir, disparaissait complètement, le pouvoir se disséminait partout. Il n'y a pas de société sans pouvoir, il n'y a pas d'humanité sans pouvoir. Eh bien, je préfère le pouvoir quelque part qui s'exerce en raison d'une légitimité consentie et consciente, un pouvoir anonyme, diffus. Quand on abaisse l'autorité par la délation, que reste-t-il de la liberté? Quand on remet le pouvoir à l'argent, aux juges, que reste-t-il de la liberté? Curieuse époque quand même, on vous explique sans cesse que qui paye commande.
curieuse époque dans laquelle on veut absolument détruire tout principe d'autorité, jusqu'au jour où on se rend compte, c'est ce qui vient de se passer pour l'école, que on a détruit ce qu'il y avait de plus précieux dans l'éducation et dans l'instruction. Brusquement, nous nous sommes trouvés confrontés au vide de l'autorité à l'école. On avait organisé, voulu, en tout cas qui avait été organisé, voulu depuis 68, par les tenants du pédagogisme, contre les tenants de l'autorité du maître. Moi-même, le ministre de l'Éducation nationale, qui n'en tirera, rassurez-vous, aucune conséquence, mais expliquait qu'il faut restaurer l'autorité à l'école, alors qu'elle était un des principales idéologues de la destruction de l'autorité. Je ne vous parlerai pas de ce qui se passe un peu partout en France chaque fois qu'on veut construire un barrage ou un équipement public et qu'on se retrouve en face de la violence déchaînée des opposants qui ne représentent rien, ne représentent même pas quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'ont représenté les canuts lyonnais ou les pêcheurs quand ils ont détruit le centre de Rennes dans les années 90 lors d'une manifestation très violente qui ne représente même pas la souffrance de ceux qui vivent de leur travail et qui n'arrivent plus à en vivre. Voilà, que reste-t-il de l'autorité de l'État, l'autorité du maître, non plus de l'autorité du savant? Tout le monde a le même droit et la même prétention à imposer son point de vue. Jusqu'à quand cela sera-t-il possible? Jusqu'à quand ce désordre va-t-il persister? À quel moment nos concitoyens se rendront compte, non pas confusément comme aujourd'hui, mais consciemment, que cela conduit non à la libération ou à l'émancipation, mais à la servitude? Voilà une question posée, mais tout ça, ce sont des questions qui ont été à l'origine même de ce que nous avons appelé le gaullisme. Enfin, une dernière remarque politique. Vous savez, le gaullisme a voulu dépasser le clivage entre la droite et la gauche. Il s'agissait évidemment d'abord du clivage des idées. C'est une crête assez étroite que celle sur laquelle on se trouve placé quand on veut dépasser la droite et la gauche. On peut tomber du bon côté ou du mauvais côté. Il y a dans l'histoire au moins du XXe siècle deux forces politiques qui l'ont tenté. L'une s'est appelée le fascisme, l'autre s'est appelée le gaullisme. Quand on est sur cette crête étroite, on peut tomber du bon ou du mauvais côté. Encore faut-il qu'il y ait deux côtés, deux pentes. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je vois bien un côté, mais je vois aujourd'hui moins l'autre. Alors, méfions-nous parce que d'un côté, on a très bien compris qu'en parodiant ou en caricaturant le gaullisme, on pouvait progresser dans l'opinion. Vous savez, l'espace qui se situe entre, je dirais pas la gauche et la droite, mais entre le Parti socialiste
et le Front National est un espace dont les forces qu'il occupe n'ont jamais pu gouverner que lorsqu'elles ont trouvé un ciment pour les réunir. Je pense en particulier à la multiplicité des droites, alors on va englober là-dedans une bonne partie du centre droit jusqu'à la droite légitimiste, traditionnaliste. On y trouve de tout, la droite de l'argent, la droite girondine, la droite jacobine, la droite qui aime la nation, celle qui l'aime pas. Et au fond, dans cette partie de l'échiquier politique a très peu gouverné, si on regarde sur 200 ans d'histoire, en tout cas dans les périodes démocratiques. Elle a été un peu incarnée par le bonapartisme au XIXe siècle, et elle n'a réussi vraiment à gouverner de façon durable qu'avec le gaullisme qui en a été le seul ciment, qui a réussi à réunir toutes ces tendances et tous ces courants en marginalisant les extrêmes. Depuis que nous avons abandonné ce ciment, nous l'avons laissé s'effriter, les choses deviennent plus compliquées. Et la nature politique ayant encore plus horreur du vide que la nature tout court, on voit progresser le populisme et le poujadisme. On voit s'imposer, vous voyez, une caricature et une parodie du gaullisme qui gagne du terrain. Mais faisons attention à une chose, c'est que si ces forces-là occupent cet espace politique, rien ne nous dit qu'il ne naîtra pas à l'une de leurs extrémités des forces plus redoutables encore et qui ressembleront bien davantage à ce que nous avons appelé jadis le fascisme, dont finalement le seul rempart a été précisément le gaullisme. Voilà, c'était la réflexion que je voulais vous livrer. C'est un peu l'objectif de ce livre, essayer de faire découvrir, et pas pour les savants du gaullisme que vous êtes n'y apprendront rien, mais j'espère qu'un certain nombre de gens pourront être amenés, en le lisant, à réfléchir, simplement à réfléchir. La chose aujourd'hui la plus difficile au monde en politique. Je ne résiste pas à vous lire 2 ou 3 petits passages avant ces questions qui peut-être, je l'espère, en feront réfléchir certains. Si vous me permettez de vous faire un peu de lecture, vous connaissez tous ces textes, mais ça fait toujours du bien. À propos de mai 68, je me garderai de faire aujourd'hui l'histoire d'une crise nationale aussi complexe que celle que nous avons traversée. Je constate seulement qu'à l'évidence, cette crise fut grave parce que l'anarchie universitaire suscitée par des mouvements pour qui elle est une fin en soi, et puis l'étouffement économique imposé à grand renfort de piquets de grève par des confédérations syndicales qui ne peuvent pas, semble-t-il, s'empêcher de se politiser, ont pu se déployer longuement et obstinément. Cela grâce à cette sorte de vertige que l'on éprouve fréquemment chez nous devant la transformation rapide accomplie par notre pays, avec tous les défauts, toutes les routines, tous les égoïsmes qu'elle met en lumière. Grâce à la mise en condition de l'opinion publique, n'est-ce pas, messieurs les journalistes, par la grande majorité des organes de presse et de radio, auxquels ne rapportent et par conséquent pour lesquels ne comptent que les faits scandaleux, violents, destructeurs. Grâce à l'état d'esprit de certains milieux intellectuels, que les réalités irritent d'autant plus qu'elles sont rudes, qui adoptent en tout domaine, littéraire, artistique, philosophique, l'esthétique de la contradiction, et qu'indisposent automatiquement ce qui est normal, national, régulier. Grâce à l'étrange illusion qui faisait croire à beaucoup que l'arrêt stérile de la vie pouvait devenir fécond, que le néant allait tout à coup engendrer le renouveau, que les canards sauvages étaient les enfants du bon Dieu, grâce enfin à la passivité
qui figeait dans sa masse le pays désemparé. Ah ben je trouve que on gagnerait beaucoup à faire lire à un certain nombre de nos intellectuels et de nos journalistes ce tout petit texte. Et je pense que les Français y retrouveront un écho à ce qu'ils vivent aujourd'hui en regardant la télévision et en écoutant les journalistes et les intellectuels. Celui-là aussi, sur un mot qui a perdu tout sens pour la plupart de nos responsables politiques, économiques, intellectuels, le mot grandeur, inséparable du gaullisme. Trop de Français ont le sentiment que nous sommes désormais petits, quand d'autres sont devenus grands, que les problèmes nous dépassent, que nous ne sommes plus un puissant dirigeant, une puissance dirigeante. Sans doute nous trouvons-nous impliqués, bon gré mal gré, dans les plus vastes affaires, mais ces Français découragés ne croient plus que nous puissions nous charger du règlement. Il en résulte au fond d'eux-mêmes un scepticisme d'autant plus amer qu'ils ont gardé, même quand ils le nient, la nostalgie du temps où c'était nous qui menions le monde. Alors certains séparent leurs âmes de notre patrie pour la donner à une autre. Beaucoup s'enferment dans le doute, pensant l'entreprise, l'effort, la grandeur, à quoi bon? Ce n'est plus la peine. Pour la France, ce renoncement est le plus grave danger possible, comme pour l'âme, le pire démon est celui du désespoir. Dans un tel état d'asthénie, notre pays pourrait végéter en s'en remettant à d'autres du soin de l'aider à vivre, de le guider, de le protéger. Mais on y perdrait pour toujours toutes ses chances, toutes ses chances de redressement. Hors de ces chances, il en a. La dépression du moment est parfaitement guérissable. Dans la longue vie de la France, il y eut déjà des périodes d'abaissement où elle est sortie avec éclat. D'ailleurs, si nous sommes en proie à la médiocrité, combien d'autres, eux aussi, se traînent. Quant au colosse d'à présent, sans souhaiter de mal à personne, nous savons, pour l'avoir éprouvé, que parfois l'excès de croissance entraîne la chute des géants. Et enfin un dernier, pour ne pas vous lasser, mais auquel je ne résiste pas. À propos de l'ordre et du mouvement. La maîtresse de maison, la ménagère, veut avoir un réfrigérateur. Elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, une auto. Cela, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France, il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Eh bien, nous avons la pagaille. Et nous n'avons pas beaucoup de progrès.